Cette semaine, dans l'actualité de votre région. C'est le temps des fêtes à l'Expo Rail. On peut vraiment rentrer à l'intérieur de la locomotive. On peut rentrer à l'intérieur de la voiture de passagers. Donc là, on peut vraiment faire vivre l'histoire. Et plus tard, l'ouverture d'un terrain de baby-foot géant à Notre-Dame-de-Fatima. C'est un travail d'équipe, parce que c'est un tuyau unique qui se déplace de gauche à droite et tu as 3 joueurs qui ont les mains scotchées sur le tuyau. Bienvenue à Babillard. Le musée ferroviaire Expo Rail à Saint-Constant est en perpétuel agrandissement dans sa quête de faire découvrir le monde des trains canadiens. Mais c'est pour le temps des fêtes qu'il vit à chaque année sa plus grande transformation. Nous nous sommes entretenus avec l'équipe d'Expo Rail pour bien comprendre le rapport historique entre Noël et l'univers ferroviaire. C'est vraiment une passée assez riche là, quand on y pense. L'Association canadienne d'histoire ferroviaire a débuté en 1932. Donc, c'est en fait la société savante la plus ancienne concernant le ferroviaire au Canada. Et c'était vraiment des amateurs de ferroviaire qui se sont réunis, qui ont commencé une organisation qui avait comme but de protéger, de conserver le patrimoine ferroviaire. Donc ça va bien, ils ont commencé à collectionner des archives, des petits objets, mais au courant des années 1950, ils vont commencer à collectionner des véhicules. Ça a commencé avec des tramways, mais ensuite des locomotives, des voitures. Mais comme tu peux t'imaginer, collectionner des locomotives, ça se garde moins bien dans le sous-sol. Fait qu'il fallait qu'il y ait un endroit pour storer ces véhicules. Et c'est à la fin des années 1950, début des années 1960, qu'ils vont trouver le terrain sur lequel Expo Rail se retrouve. Et en 1961, ils vont fonder le Musée ferroviaire canadien. Et c'est 100% par des bénévoles. Donc ici, il n'y avait pas de ferroviaire, il n'y avait pas toutes les voies ferrées qu'on voit à l'extérieur. Ça a tout été construit par des bénévoles pendant 4 ans de temps, jusqu'en 1965, quand ils vont officiellement ouvrir le musée au grand public. Donc, à partir de 1965, le musée est ouvert au public. Les visiteurs ont accès au musée, les véhicules, les locomotives. Et le musée va s'agrandir, la collection va devenir de plus en plus grosse. Puis finalement, en fin des années 1990, ils ont réalisé, là, il faut vraiment se réinventer et créer vraiment un musée vraiment comme on le conçoit. Et c'est là que les plans pour le pavillon Angus, dans lequel on se retrouve actuellement, ont débuté. Et le pavillon Angus va ouvrir en 2004. Et en même temps, ils vont rebaptiser le musée ferroviaire pour devenir Expo Rail, le musée ferroviaire. Le musée, encore aujourd'hui, c'est le plus grand musée ferroviaire au Canada et parmi les plus grands au monde. On a vraiment une collection assez vaste de véhicules, d'artefacts, comme on voit derrière moi, et un centre d'archives qui est maintenant reconnu au Québec. Donc, le musée a vraiment un passé assez intéressant qui date de 1932, qui, en 2024, on continue de conserver et préserver le patrimoine ferroviaire canadien. Moi, je suis muséologue, j'ai une maîtrise en muséologie. Puis ce qui est le fun avec Expo Rail, c'est que nos objets, ils sont gros. On travaille avec des locomotives, avec des voitures de passagers. C'est pas un musée d'archéologie où est-ce que c'est des petits objets, c'est pas un musée d'art où est-ce que c'est des tableaux au mur. Là, on peut vraiment rentrer à l'intérieur de la locomotive. On peut rentrer à l'intérieur de la voiture de passagers. Donc là, on peut vraiment faire vivre l'histoire. On fait immerser les jeunes, les visiteurs. Quand ils arrivent au musée, ils sont vraiment immersés dans le monde ferroviaire. Ils peuvent s'asseoir à la même place que les travailleurs s'assoyaient. Ils peuvent s'asseoir dans un tramway. On a un tramway qui fonctionne ici au musée, donc qui date de 1928. Donc là, on peut vraiment immerser les visiteurs dans le monde ferroviaire. Ils vivent l'expérience. Puis là, ils peuvent vraiment mieux s'identifier avec le passé. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, que moi, je trouve intéressant, c'est vraiment de faire vivre une expérience ferroviaire aux visiteurs qu'ils ne peuvent pas retrouver ailleurs. Oui, ils peuvent faire des tours de train, ils peuvent prendre le train pour aller n'importe où, ils peuvent faire un tour de métro de Montréal, mais c'est pas la même expérience que quand tu es dans un espace d'éducation et que tu es immersé complètement dans le monde ferroviaire. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est ce que je trouve différent des autres musées.
Et c'est pour ça que j'aime ça travailler ici, que je reste ici, parce que c'est vraiment tout un autre style d'environnement. Oui, on est un musée, mais on est un musée vivant. On laisse les gens vraiment s'immerser, vivre l'expérience ferroviaire. Puis c'est ça, ça donne toute une autre dimension là, à leur visite. Quand j'étais jeune, je n'étais pas fasciné par les trains. C'était vraiment pas le monde dans lequel je vivais. Et quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai vu cette adoration pour les trains. Puis je pense qu'une des choses qui est vraiment impressionnante, c'est la grosseur. Juste l'immensité. Je ne sais pas si c'est un mot, là, mais quand les visiteurs y arrivent ici au musée, puis ils ont déjà vu un train, ils l'ont vu de loin. Des fois, ils sont embarqués dedans, mais ils n'ont pas vraiment été juste à côté de la locomotive. Mais quand tu te mets à côté d'une locomotive, puis tu vois que la roue a fait 6 pieds de diamètre, puis c'est tellement gros, c'est tellement immense. Ça a vraiment comme un aura autour des trains là, qui fait que les gens sont fascinés par les trains. On ne peut pas nier l'importance du ferroviaire dans l'histoire du Canada. Le développement du Canada s'est fait autour du ferroviaire. Les immigrants qui arrivaient de l'Europe, ils prenaient le train pour aller dans l'Ouest. La commerce, ça s'est tout fait par le train. Et c'est vrai que le train a moins d'importance qu'il y avait à l'époque pour le transport des passagers. Mais si on regarde le transport de la marchandise, encore aujourd'hui, la marchandise, elle arrive dans les ports, soit à Vancouver, à Québec, à Halifax, Prince Rupert, et c'est tout mis sur des trains et ensuite transporté à travers le Canada. Il ne faut pas diminuer l'importance, mais c'est vrai que côté passager, là, avec l'arrivée des voitures, etc., c'est sûr que ça a pris moins d'importance. Mais je pense que les gens ils comprennent quand même l'importance du ferroviaire pour le développement économique encore aujourd'hui au Canada. C'est sûr qu'à force de travailler ici, j'ai invité des amis, de la famille, etc. Puis il y en a comme « Ah, musée ferroviaire, ça m'intéresse pas plus qu'il faut, tu sais, je suis pas intéressé par les trains. » Puis quand ils viennent, puis ils voient les objets, ils voient le train, ils peuvent rentrer à l'intérieur des véhicules et ensuite, en tant que guide, ce qui est le fun, c'est de vulgariser de l'information, de leur dire d'une façon qu'ils sont capables de s'identifier avec le passé. Puis là, ils réalisent que, en fait, finalement, les gens du passé et moi-même, on n'est pas si différents que ça. Oui, le contexte est différent, mais on vivait des vies similaires, etc. Puis là, les gens, ils peuvent s'imaginer, en fait, vivre dans le passé. C'était quoi prendre un voyage en train transcontinental, qu'on était 5 jours dans un train, enfermé avec 64 autres personnes dans un train, une voiture de passagers? Les gens, ils peuvent s'imaginer vivre cette expérience-là et subir les conditions. Quand on parle d'une locomotive à vapeur, pelleter le charbon, à quel point il devait faire chaud dans la locomotive, souvent on a les jeunes, les adultes qui vont dire « Hey, ça devait être difficile, ça devait pas être le fun, il devait avoir une vie assez dure, il devait être sale à la fin de la journée. » Fait qu'ils sont capables de s'imaginer dans ces contextes-là. Puis c'est ça que je pense qui est vraiment intéressant, que les gens ils peuvent vraiment faire le lien entre leur vie à eux et la vie que les gens vivaient à l'époque, les expériences qu'ils avaient. Puis je pense que c'est ça qui me fascine le plus, c'est cette expérience-là là, que les visiteurs sont en train de vivre. Là. Donc, c'est sûr que nous, on a décoré tout notre musée thématique Noël. Donc, on a des décorations, des lumières, des bonhommes gonflables, etc. Donc, c'est sûr qu'on a mis ça vraiment amical là, pour les jeunes familles, etc. Mais on fait aussi plusieurs activités. Là. Donc, on peut parler le train de Noël. Donc, on fait un train de Noël. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une vraie balade de train dans laquelle les gens embarquent. Ils font une balade de train, une vingtaine de minutes. Le train est bien sûr décoré pour le temps des fêtes. Et à bord, là, on peut rencontrer le Père Noël et bien sûr recevoir un petit cadeau. Mais nous autres, on a toujours une mission derrière nos activités. Donc, pour le train de Noël, on fait vivre une expérience ferroviaire. Les gens, souvent les jeunes de 3-4 ans, ils n'ont jamais pris le train. Donc, c'est la première fois qu'ils prennent le train. Donc, déjà là, c'est une expérience. Mais aussi avec le cadeau qu'on va offrir, nous autres, on a une collaboration avec Opération Gare au train, qui est une organisation qui va promouvoir la sécurité ferroviaire. Donc, on a un petit livre de Thomas Le Train qui est
c'est le but de ce livre-là, c'est par rapport à la sécurité ferroviaire. Donc là, on a notre petit volet éducatif là, derrière que les gens ne voient pas nécessairement, mais ils vont quand même le recevoir. Sinon, on a aussi un atelier de décoration de biscuits en pain d'épices en forme de locomotive que les jeunes peuvent décorer. Nous autres, c'est sûr qu'on va essayer de leur faire décorer avec des éléments qu'on peut trouver sur une locomotive, donc les roues, les bielles, la fenêtre, etc. Donc, encore là, il y a le petit volet éducatif que les gens ils peuvent prendre ce qu'ils ont vu dans le musée et ensuite le recréer dans leur atelier de décoration de biscuits. On a aussi un atelier de bricolage, donc pour les plus jeunes qui peuvent décorer une petite locomotive et mettre des formes de roues, de fenêtres, etc. sur le train. Donc encore une fois, le petit volet éducatif, il est toujours là, il est toujours présent, là. Puis pour nous, c'est super important de célébrer le temps des fêtes parce que à l'époque, le train était super important dans le temps des fêtes. Là. Quand on pense, là, nous autres, aujourd'hui, on fait ça livrer par Amazon puis on peut le faire livrer à n'importe quelle porte. Mais à l'époque, c'était pas de même. Là. On faisait une commande par catalogue au centre Eaton. C'était transporté en train. T'sais, on voulait l'envoyer à notre cousine à Vancouver. Bien, on le mettait sur un train puis ça faisait le voyage transcontinental par le train. Donc, le train était super important là, dans le temps des fêtes. Pour le transport des cadeaux, pour le transport des passagers là, qui allaient voir de la famille dans une autre ville. Donc, le temps des fêtes a toujours été super, super important dans le monde ferroviaire. Puis si on va au-delà du temps des fêtes, là, tout de suite après les fêtes, c'est l'hiver, hein, la neige, le ski, etc. Bien, quand on parle le Petit Train du Nord ici à Montréal qui reliait le Nord, là, Tremblant, bien, c'était le train. Les gens embarquaient sur un train à Montréal. Ils montaient à Tremblant, ils faisaient du ski pendant la journée, puis ils reprenaient le train pour revenir à Montréal. Donc, le train était super important là, pour le temps des fêtes, pour les activités du temps des fêtes. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est super important là, de célébrer ce temps-là avec nos visiteurs, que ce soit des tout petits à des plus âgés. Ce que je pense qui vraiment cimenté ma place ici, c'était... c'est arrivé à plusieurs reprises que tu donnes une visite guidée avec que ce soit des jeunes ou des personnes aînées, puis à la fin de la visite, les gens ils viennent te remercier personnellement, te dire hey, c'était vraiment super intéressant, j'ai fait plusieurs visites de musées dans ma vie, mais celle-là, tu as vraiment été un excellent guide. Tu as des gens qui viennent me voir qui disent hey, j'étais zéro intéressé par les trains, mais là, tu m'as fasciné, tu m'as immersé dans le monde ferroviaire, puis j'ai juste le goût de continuer de visiter. Je vais amener mes enfants, je vais amener, ou tu sais, pour les jeunes, je vais demander à mes parents de venir avec moi. C'est ces petits moments-là que quand le humain à humain, là, quand ils viennent te voir pour te remercier, te dire « Hey, tu fais vraiment une bonne job, on a vraiment apprécié ta présentation, on a vraiment apprécié l'activité de te développer », je pense que c'est ça qui fait en sorte que je me dis « Ouais, je suis à la bonne place, puis ça me fait plaisir de pouvoir continuer ». C'est pas toujours facile, il y a des road bumps, là, comme on dit, là, mais pour moi, c'est ce que j'aime, c'est le fait quand les gens vont revenir là, pour te dire merci pour le travail que tu fais. Tu fais une différence pour nous. Bien, venez voir Exporail, le musée ferroviaire canadien. On est le plus grand musée ferroviaire au Canada. On est un musée vivant, donc on peut faire des balades de train. C'est vraiment toute une autre expérience là, que les autres musées qu'on peut retrouver. Venez nous voir, on est super chaleureux, on est vraiment content de venir vous voir, de vous voir, venez nous visiter. On a plusieurs activités tout au long de l'année qui sont développées pour différentes clientèles. Là, je peux en parler d'un qui s'en vient là, au mois de février. On va transformer le musée en jeu de société. Là. On fait un murder mystery, un meurtre au musée. Au musée que les gens vont pouvoir essayer de trouver c'était qui le coupable. Donc, on a vraiment toute une gamme d'activités pour tous les âges. On essaie de vraiment avoir des activités pour tout le monde et de rendre ça agréable pour tout le monde, qu'on soit tout petit ou qu'on soit âgé. Nous autres, on veut un apprentissage intergénérationnel. Fait que venez nous voir, on est vraiment un musée atypique, on est vraiment différent des autres, mais je pense que vous allez adorer votre expérience là, au musée. L'ambiance à Notre-Dame de Fatima est à la fête. C'est le 20 novembre dernier que s'est tenu le lancement d'une activité hors du commun, un terrain de baby-foot géant.
le directeur général Steven Grenier nous explique d'où lui est venue l'idée, ainsi que ce qu'elle représente pour un centre comme Notre-Dame de Fatima. C'est l'inauguration de notre infrastructure qu'on appelle le baby-foot géant. C'est les tables de football qu'on connaît. Quand on est jeune, on a été un peu dans les bars. On a joué au baby-foot sur table avec une petite balle puis des petits joueurs de soccer sur un bâton qui tourne. Là. Bien, nous, on a créé ça format géant. Donc, c'est l'humain lui-même qui monte dans l'arène, dans la patinoire et qui fait office de petit joueur de soccer avec un ballon puis des buts. Donc, c'est un projet unique. On a fait affaire avec Jeutech ici à Coteau-du-Lac, qui l'ont monté de toutes pièces avec nous. On a fait la conception, on lui a proposé le projet. Ils nous ont monté un truc vraiment fantastique qui fait qu'aujourd'hui, on inaugure ça. C'est un projet qui a coûté tout près de 65 000 financé à 100 par la communauté, Fondation, bailleur de fonds, ministère de l'Éducation. Et c'est un coût nul pour Notre-Dame de Fatima. Ça ne nous coûte rien, c'est 0 $. Puis c'est une infrastructure qui est formidable, qualité ville, qualité parc de ville, patinoire en polymère avec des montants en aluminium. C'est un turf, comme un turf de soccer ou de football. C'est vraiment fantastique. Le Centre Notre-Dame de Fatima a été fondé en 1948 par les Sœurs de la Providence à Montréal. On comprend au fil des années que, intuitivement, les sœurs voulaient donner la chance aux jeunes filles sourdes qui étaient instruites à l'Institut des sourdes muettes de Montréal. Elles constataient qu'il y avait probablement un déficit nature parce qu'ils habitaient, à toute fin pratique, 12 mois par année à l'Institut parce que ces jeunes filles-là venaient de partout à travers la province de Québec. Mais dans les années 40, si tu viens de Gaspésie ou si tu viens de Rouyn-Noranda ou de Sept-Îles, c'est pas évident à retourner chez toi. Donc, ils habitaient 12 mois par année à l'Institut des sourdes-muettes. Donc, durant l'été, lorsqu'ils n'étaient pas scolarisés, lorsque c'était les vacances d'été, considérant le déficit nature, ils les amenaient à la campagne. Donc, ils les amenaient à Vaudreuil, où est situé le château Vaudreuil actuellement, sur le bord de l'autoroute 40 à Vaudreuil. On était là de 1948 jusqu'à 1995. Et comme le site était zoné inondable et qu'on avait des idées d'expansion et de croissance, c'était pas possible de rénover l'endroit. Donc, le château Vaudreuil, qui est juste à proximité, a acheté la villa Notre-Dame de Fatima. Et nous, on a acheté ici l'ancien centre Katimavik à Notre-Dame de l'Île-Perrot et c'est devenu le centre Notre-Dame de Fatima. Donc, on opère ici depuis 1996. En fait, le plus grand changement, c'est les types de clientèle qu'on accueille. À l'origine, c'était que des personnes sourdes ou malentendantes. Il fallait avoir un audiogramme par un orthophoniste dans le dossier. C'était la condition numéro 1 pour pouvoir participer au camp de vacances et au répit. Au fil du temps, la technologie étant ce qu'elle est et la façon dont les personnes sourdes sont prises en charge, davantage en intégration en milieu régulier, fait en sorte qu'il y a un déclin de la clientèle des personnes sourdes et malentendantes. Donc, on a élargi, parce qu'on avait une expertise avec des besoins particuliers, à la clientèle qui a un trouble dans le spectre de l'autisme ou en déficience intellectuelle ou en dysphasie, trouble de la communication. Donc, depuis le début des années 2000, on accueille aussi cette clientèle-là. Et avec le temps, la clientèle sourde est un peu moins présente. On a encore quelques personnes sourdes qui viennent, mais on a davantage élargi, comme je disais un peu plus tôt, aux troubles cognitifs. Donc, c'est davantage des jeunes qui ont des enjeux cognitifs qui fréquentent nos installations. Évidemment, on a connu un essor incroyable. On a des ententes maintenant avec le CISMO ici, le CIS de la Montérégie-Ouest, de belles ententes de répit qui font qu'on aide de plus en plus de familles. Puis on est à la croisée des chemins. On vit des grands changements depuis les 6 derniers mois. J'ai accédé à la direction générale de l'organisation depuis les 6 derniers mois. Puis, auparavant, j'étais à la direction générale de la Fondation Paul Leboeuf. Donc, maintenant, je suis à la direction de l'ensemble on se plaît à dire l'écosystème Fatima. Donc, autant la Fondation que la direction générale. Donc, on est en train de mettre sur pied des beaux projets comme celui du baby-foot. Tous les administrateurs de l'ensemble des conseils d'administration de Fatima travaillent ensemble pour se doter d'infrastructures modernes, à l'avant-garde, sécuritaires, pour être capable d'aider encore plus de familles et plus d'enfants. Si la nature est bonne,
pour les gens qui n'ont pas d'handicap ou de limitation ou de besoins particuliers, pourquoi elle ne serait pas bonne pour ces jeunes-là? Et l'accessibilité à ces activités-là, elle est moins évidente parce qu'ils ont certaines limitations, parce qu'ils n'ont pas accès tout simplement à ce genre d'infrastructure-là. Alors c'est là que nous, on sort de la masse et c'est là que Notre-Dame de Fatima arrive avec ses bienfaits. Et on le vit aujourd'hui, là, on est dehors, même si c'est un peu frais. Hein? On a profité, on a vu comment c'était intéressant de jouer au baby-foot. Il y en avait quelques-uns qui pompaient l'huile en sortant, même s'ils sont en pleine forme. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est permettre à la clientèle à besoins particuliers de pouvoir avoir autant accès à la nature que quiconque dans la communauté. Alors, le bienfait, il est là. Puis être en nature, là, ça nous fait du bien. Puis ça ne peut pas faire autrement que nous calmer. Puis on le sait, les clientèles à besoins particuliers qu'on accueille ici sont souvent des jeunes qui peuvent faire des crises, se désorganiser, puis tout ça. Bien, quand on est en nature, là, ça nous fait du bien. On se sent en paix ici. Puis à Notre-Dame de Fatima, bien, nos voisins, c'est une ferme. Puis de l'autre côté, bien, c'est une terre agricole. Donc, tu sais, on est bien entouré, puis on se sent bien. Puis on est tout près de la ville. C'est ça qui est fantastique. À 15 minutes de Sainte-Anne-de-Bellevue, là, de l'île de Montréal. Je pense que plus que jamais en 2024, je pense qu'on peut appeler la différence, les gens qui devient la norme pratiquement. Et je pense que ces jeunes-là qui viennent ici profiter de nos installations ont droit, comme tout le monde, d'avoir accès à ce genre de service-là. Je ne vois pas pourquoi ils devraient avoir un traitement qui est différent. Je pense que c'est à nous à s'adapter à eux plus qu'eux s'adapter à nous. Et ça, on le fait très bien ici. Puis j'apprécie que tu aies utilisé le mot « havre » parce qu'on se définit comme un havre de paix. Si tu vas sur notre site Internet au www.mont-camp.ca, tu vas voir notre manifeste. Ça commence avec un havre de paix. Alors, tu as juste tout simplement utilisé le bon mot pour nous définir. Et c'est ça qu'on a envie d'être ici pour la clientèle ou les personnes. On dit la clientèle, mais pour nous autres, c'est nos petits cocos, c'est les gens qui viennent profiter de nos installations. C'est presque nos enfants à nous. Là, on en prend soin, puis tout ça. On les aime d'amour. Oh, l'arrêt de Thierry McKay avec son corps! Durant la pandémie, on a monté un prototype qui était fait avec des vieilles bandes de patinoire, des fils d'acier. On a monté ça un avant-midi à peu près comme ça. C'était dans l'optique de pouvoir avoir une activité qui respecte les mesures sanitaires en place, entre autres la distanciation sociale et les groupes bulles qu'on appelait, un peu comme les classes bulles. Donc, c'était dans cette optique-là, mais on l'a monté à peu près juste pour pouvoir faire l'été. Finalement, on a joué pratiquement 2 ans avec. Puis à un moment, il s'est détérioré. C'était vraiment fait, comme on dit, fabriqué à la maison. Là, donc, l'idée nous est venue de monter un projet un peu plus structurant. Mais bon, les coûts rattachés à ça, le temps de monter le financement, le dossier, tout ça, ça nous aura pris un autre 2 ans pour arriver au projet qu'on a monté aujourd'hui. Il y a différents autres camps de vacances au Québec qui ont ce genre d'infrastructure-là, mais pour la plupart, c'est monté, même si c'est tout à fait fantastique, les objectifs sont atteints, toujours un peu dans un modèle fait à la maison, là, avec des bandes, des 2x4 puis des plywood. Puis c'est génial, ça le fait, mais nous, on voulait aller à un autre niveau, puis on a réussi à trouver le financement, donc on est allé de l'avant avec ce beau projet-là. Évidemment, le jeu de baby-foot, c'est un travail d'équipe, hein, parce que c'est un tuyau unique qui se déplace de gauche à droite et tu as 3 joueurs qui ont les mains scotchées sur le tuyau. Donc, ils sont en principe pas censés retirer leurs mains, donc il faut qu'ils communiquent entre eux. Donc, il y a vraiment un fort travail d'équipe. On constate qu'il y a des gens qui n'étaient pas très en forme aujourd'hui, qui auraient peut-être besoin d'aller s'entraîner au gym. C'est quand même essoufflant. C'est surprenant de voir que c'est action-réaction. Hein? La balle passe au travers, il y a une équipe de défense, il y a un gardien. C'est vraiment un match de soccer sur tapis gazon avec des tubes qui se déplacent comme ça. C'est vraiment génial. Et puis nous, ce qu'on a envie de faire avec ce projet-là, au-delà de la clientèle à besoins particuliers qui fréquente le centre, c'est de pouvoir le rendre disponible à la communauté, soit en location ou à travers des projets de consolidation d'équipe. Donc, c'est une nouvelle infrastructure qui permet aussi de faire une activité en plein air avec un minimum de personnel d'animation. Ce qui est génial en soi, avec si on considère la pénurie de main-d'œuvre, qui est un enjeu dans les camps quand même assez importante, de pouvoir opérer une activité comme ça en plein air avec un minimum d'encadrement, c'est tout à fait génial. On est bien content de ce projet-là. C'est le premier projet d'une série de beaux projets comme celui-là.
J'ai toujours su que Fatima, en fait, je me suis dit, tant et aussi longtemps que je pourrais apporter quelque chose à Fatima, je serais présent ici. Puis ma mission de vie, je l'ai un peu découvert récemment, c'est d'avoir un impact dans ma communauté, de pouvoir changer les choses, de faire en sorte que, on en a parlé un peu plus tôt, la clientèle à besoins particuliers puisse profiter d'infrastructures comme la nôtre, d'aider le plus de familles et le plus d'enfants à essayer de vivre, on va dire, le plus normalement possible. Il faudrait définir c'est quoi normal, là, mais de vivre une vie agréable, paisible, de se sentir bien en quelque part, qu'ici, ce soit un safe space, un havre de paix. Je peux juste te dire que maintenant, étant à la tête de Fatima, avec une équipe formidable, ça n'a même pas de sens comment cette équipe-là est incroyable. Je veux dire, là, je me sens plus que jamais sur mon X, puis je pense qu'on est au croisement des chemins pour aller à un autre niveau. Je reviens encore à aider plus de familles, plus d'enfants, puis plus de personnes à besoins particuliers. Je pense qu'on est quand même relativement connu et reconnu pour nos services à besoins particuliers, mais il y a toujours de l'espace pour être encore meilleur, puis être encore plus connu pour, comme je disais un peu plus tôt, aider plus de familles et plus d'enfants ou de personnes à besoins particuliers. Ceci étant dit, je pense que les acteurs, on va dire, de la communauté, on parle du SISMO, on parle de d'autres, cognent à la porte, reconnaissent notre expertise, et ça, c'est super intéressant. Maintenant, pour opérer ces programmes-là, c'est coûteux. C'est coûteux parce qu'un enfant à besoin particulier, ici à Fatima, pour la plupart du temps, il fonctionne dans un groupe de 4 à 5 enfants avec un moniteur. Si on prend une clientèle régulière neurotypique, c'est 1 pour 12. Donc, en partant, ça me coûte 3 fois plus cher de ressources humaines. Donc, ma masse salariale, elle est incroyable, tout simplement parce que j'ai énormément de moniteurs qui prennent soin de ces jeunes-là. Ça nous prend une préposée aux soins de santé. L'été, on a besoin de techniciennes en éducation spécialisée. On reste un camp de vacances. Puis ici, on ne fait pas de la réadaptation. Ici, on fait du plein air, du loisir. On est là pour s'amuser puis changer les idées. On n'est pas là en mode réadaptation, mais il y a des besoins qui doivent être respectés. Donc, ça prend un certain encadrement. Et ça a un coût. Et on est heureusement soutenu par la Fondation Paul Leboeuf, qui soutient uniquement le Centre Notre-Dame de Fatima, qui est la fondation de Fatima, on peut dire ça comme ça. Mais il est toujours possible de faire des dons. Donc, si on va sur le site de fondationpl.ca, il y a toujours possibilité de faire un don pour soutenir la mission de Notre-Dame de Fatima. Chaque 100 $ qui arrive, ça offre une journée de camp à Notre-Dame de Fatima, tout simplement. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. Rendez-vous sur notre site Internet pour réécouter toutes les émissions d'actualité que vous avez manquées. Ça a tout le temps été quelque chose que j'ai eu de la misère avec ça. Surtout dans mes études au primaire, on a découvert que c'était pas nécessairement un déficit d'attention, mais que c'était de l'anxiété qui causait mon comportement, qui pouvait des fois peut-être déranger mes camarades de classe, malgré que dès que je suis sur un projet, je continue puis que j'aime ça faire ça, tu sais, tout simplement. Je pense que l'anxiété, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, que il ne devrait pas avoir honte d'en parler. Puis moi, je le vis dans mon quotidien depuis ma 4e année.